aux questions. Si on s'arrêtait à l'heure prévue, on n'aurait que 5 minutes pour les questions. Donc je pense qu'on peut se donner encore 5 minutes de plus, voire 10, mais grand maximum, parce que j'ai l'impression que certaines personnes auraient besoin d'un bon café après pour tenir jusqu'au bout de la journée. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Donc, je rappelle sur les... Voilà. Voilà, donc une question qui s'adresse au premier binôme. Hein. Voilà, par rapport à la politique linguistique rennaise, hein, je dis. Alors, je voudrais savoir un peu le sentiment des autorités locales. Est-ce qu'elles vous accompagnent dans ce plan de politique linguistique publique? Quel est le regard? Je voudrais vraiment savoir parce que ça m'intéresse. Alors, je voudrais aussi, parce que vous avez beaucoup parlé d'associations, donc vous travaillez avec eux, d'accord? Avec elles, excusez-moi. Mais j'aimerais suggérer aussi les radios communautaires, parce que je pense que les radios communautaires jouent un rôle fondamental donc, dans un peu la promotion des langues dites locales. Merci. Merci pour votre question. Alors, on l'a peut-être pas suffisamment explicité en introduction, mais donc on a fait une introduction à deux voix avec Montserrat qui est élue à la ville de Rennes, donc qui représente l'autorité locale, et moi qui travaille pour l'administration de la ville de Rennes. Donc le soutien est franc, puisque c'est bien une commande politique. En revanche, votre question me permet d'évoquer que effectivement, la mise en place d'une politique linguistique à un échelon local dépend de la qualité du partenariat entre les partenaires publics. Donc certes la ville de Rennes, mais notamment évidemment pour l'enseignement bilingue breton, mais aussi l'enseignement en plurilinguisme, ça dépend du partenariat avec l'éducation nationale, donc avec l'État. Et il ne suffit pas qu'il y ait une ambition politique locale pour qu'on ait la capacité de mettre en œuvre ses intentions. Mais là, peut-être que Montserrat voudra compléter. Je vous remercie pour la deuxième question parce que, évidemment, 15 minutes, c'est court pour présenter tout le panel d'actions mises en place localement. Mais justement, on avait envisagé d'évoquer des projets de radio associatives locales qui existent. J'ai évoqué l'association Langophonie qui intervient plusieurs fois par semaine dans une radio de quartier pour développer un hebdomadaire plurilingue en fait, c'est-à-dire l'actualité du quartier dite en plusieurs langues. Et cette radio associative se trouve dans les mêmes locaux qu'une radio associative en breton. Donc vous avez bien raison de souligner à quel point les radios associatives ont un rôle majeur dans la visibilité et la diffusion des langues sur un territoire local. Il faut dire que ces deux radios ont un même objectif éducatif, l'une en breton, et donc qui va s'adresser plutôt aux enfants des filières bilingues en breton dans les quartiers, et l'autre en langue, haute langue des quartiers. Donc, et l'intérêt de travailler ensemble dans un même local veut dire déjà qu'ils travaillent leurs projets en parallèle, en commun, qu'ils se partagent les objectifs, et c'est très très important. Et il faut dire peut-être que la ville de Rennes a toujours mené une politique de soutien des associations à travers nos objectifs politiques, c'est-à-dire on va subventionner les associations qui vont nous proposer des actions
sur le terrain, qui émergent de la vie associative, qui émergent de la vie, qui émergent de la société, et nous, on recueille à partir de nos, on recueille, on va soutenir ces associations. Si elles nous proposent des choses qui vont ensemble avec nos objectifs. Bah, je ne me suis pas expliqué, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est que nos objectifs de ville, nos objectifs politiques, ils vont être subventionnés à travers le maillot social. Voilà. Et je sais pas. Et donc, oui, le sentiment des autorités, ben oui. Il est là. Il y a une autre question. Allez-y. Je sais, ça marche? Oui, ça marche. Ouais, moi, je voulais revenir sur une des phrases qui était dans la diapositive et qui concernait justement la dimension, enfin la légalité des actions politiques qui peuvent être menées justement en faveur du breton. On sait que la France n'a pas ratifié donc la charte des langues régionales. Ceci étant dit, j'ai ma question. J'ai entendu, enfin, je me suis un peu renseignée depuis qu'on a parlé hier, et j'ai vu que la ville de Rennes donc avait commencé à rédiger ou à travailler sur une charte locale en faveur du breton. Je voulais en savoir un petit peu plus, et est-ce que vous cherchez à atteindre comme objectif à travers cette charte d'un point de vue très concret en termes d'action? En fait, c'est qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que on est en train de rédiger un plan de politique linguistique à 3 volets, breton, gallo, haute langue, plurilinguisme, et ce sera à travers ce plan que notre planification sera mise en place. D'ailleurs, on a signé avec l'Office de la langue bretonne et on va signer avec l'Institut du Gallo les chartes qu'ils mènent et qui nous obligent, nous, aussi, à mener certaines actions qu'on choisit au préalable. Je ne sais pas, par exemple, on a dit signalétique, on a pour les filières bilingues, à quel niveau on va soutenir ces filières bilingues, etc. Est-ce que je réponds à la question? Peut-être préciser que ça ne se substitue pas au droit, évidemment. Enfin, c'est-à-dire que on ne peut pas passer outre la législation française. Et donc, effectivement, il y a des... Autant, c'est ce qu'on évoquait dans la présentation, dès qu'on aborde la mise en œuvre de la politique linguistique par le biais de la valorisation du patrimoine culturel immatériel ou par le biais de la politique en faveur de l'égalité, ça ne pose pas de problème de l'égalité. En revanche, dès qu'on vient trop près, directement soutenir d'autres langues, il y a parfois un risque. Enfin, j'évoquais l'exemple de Diwan, mais on en a d'autres. Et dans la slide, dans l'illustration, on montrait le cas du livret de famille bilingue breton. Ça a été d'abord un combat auprès du Sénat avant que ce soit possible pour certaines villes de mettre en place un livret de famille, c'est-à-dire un document administratif bilingue. Donc c'est là où ça peut poser des problèmes de l'égalité. Merci de votre réponse. C'était justement ma question. Est-ce que la charte locale, comme les initiatives qu'il y a pu y avoir en Occitanie, d'ailleurs, 149 communes qui se regroupent autour d'une charte locale, c'était pour savoir si ça parvenait à vous faire contourner non. Bien, il y a d'autres questions. Allez-y. Oui, merci. Oui, je trouvais pas très intéressante la mise en regard des 3 communications parce que je trouve qu'elles illustrent très bien la tension qu'il peut y avoir entre, d'une part, le schizolinguisme français en termes national, mais malgré tout aussi des initiatives qui peuvent permettre de contourner d'une certaine manière cette
politique exceptionnellement monolingue. Alors j'ai une petite question pour Julie Prévost, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez que du point de vue de l'éducation nationale, on pourrait aussi imaginer des formes de politique linguistique qui ne soient pas seulement des applications de ce qui vient d'en haut, mais qui effectivement partent aussi d'initiatives locales, enfin plus ou moins locales. Voilà. Merci pour votre question. Alors, comme vous le savez, les prescriptions institutionnelles sont essentiellement verticales. Donc, c'est sans doute pour cela que les choses évoluent peu au sein de l'éducation nationale. Après, sur le terrain, concrètement, oui, il y a des initiatives locales, notamment au sujet des élèves dits allophones, c'est-à-dire qui sont en fait des enfants migrants ou des enfants de migrants qu'on appelle désormais allophones, pour recentrer la problématique sur la question essentiellement linguistique. Ces enfants, ils sont souvent pris en charge donc, dans des unités pédagogiques particulières, des dispositifs qui sont particuliers et qui sont bien souvent situés dans des quartiers un petit peu défavorisés ou en zone prioritaire, en lien avec, je le disais, la politique urbaniste et les flux migratoires, bien sûr. Et dans ces zones prioritaires, les enseignants travaillent avec des partenaires. Donc oui, il y a des initiatives qui sont réalisées, mais il me semble que on peut faire autant d'initiatives que l'on veut si la réponse institutionnelle ne change pas. Déjà, la considération des langues sur le plurilinguisme a un petit peu de mal à évoluer, en fait. Il y a des institutions intermédiaires, quand même. On ne vous entend pas. Alors oui, il y a des institutions intermédiaires, bien sûr. Et c'est toute la complexité, en fait, de la question. De ces institutions intermédiaires, du fait aussi que cette politique linguistique soit dédiée aux académies qui s'en emparent et qui en font non pas ce qu'elles veulent, parce qu'elles doivent rendre des comptes au ministère de l'Éducation nationale, mais qui ont des moyens même différents selon les territoires. Donc forcément, en fonction de la localisation, en fonction des flux migratoires, il y a des disparités territoriales et également des disparités dans le traitement du plurilinguisme. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bien, merci beaucoup. Essayez de poser des questions, des réponses brèves, si on veut que tout le monde participe et qu'on puisse faire une coupure. Merci. Oui, je voulais vous remercier toutes les quatre pour vos présentations. C'était super. C'était super aussi d'avoir une ville présente et une organisation artistique et d'avoir tout ça qui se répond. Je voulais juste réagir sur la préoccupation, le point de vigilance que vous avez évoqué par rapport au soutien aux écoles Diwan en Bretagne, alors qu'il y a une telle prégnance de l'enseignement catholique privé largement financé sur fonds publics. C'est quand même assez paradoxal qu'on s'inquiète d'une possible gentrification par le Diwan, alors que ça se passe déjà. Et je dis ça avec une affection particulière pour Rennes, où j'ai passé des années d'étudiante. Voilà. Très brièvement, c'est difficile encore une fois en 15 minutes de pouvoir rentrer dans la complexité, mais en tout cas on a une attention très particulière sur des tentatives de contournement de la carte scolaire ou des choses comme ça. Mais je ne voudrais pas que la slide ait donné à penser que nous trouvions que développement de Diwan égale gentrification. En revanche, c'est très important dans le développement de l'enseignement bilingue d'être sensible à ces questions, de développer aussi une filière dans l'ensemble de la ville et pas uniquement par exemple en centre-ville, et de pouvoir mesurer aussi qui s'inscrit dans
dans ces cursus bilingues pour être sûr qu'on ne va pas aller en développant une politique publique à l'encontre d'une autre. C'était plutôt sur ça. Et sur votre première remarque, effectivement, toute la complexité, c'est qu'il y a ce qu'on fait officiellement et ce qu'on fait officieusement, mais la réalité est que concrètement, le soutien d'Iwan de la ville de Rennes se fait au titre et dans le cadre d'une convention de développement culturel. Allez-y. Oh, c'est bon. Merci pour ces présentations. Je suis navrée, je n'ai pas pu assister à la première, mais voilà, donc je tenais quand même à vous remercier. J'avais une question pour Maud au sujet du festival Par le Monde, donc, qui est vraiment très, très enthousiasmant. On voit que c'est un projet extrêmement ambitieux. On en avait parlé également. Tu mènes ta thèse, ton travail de recherche sur ce festival. Alors, tu nous as présenté le festival comme étant un festival pluri-artistique, multi- et pluri-artistique, avec des artistes qui viennent de pratiques différentes, de genres différents. Ma question, c'était, est-ce que toi, tu as pu observer des préférences au niveau des artistes par rapport au public, par rapport aux contraintes que vous avez dans les formes artistiques, dans les choix qui sont faits? Et pour ce public, qui est un public plutôt d'enfants, adolescents, je comprends. Alors, en fait, pas du tout. Il y a on va dire qu'il y a des résidences qui sont plus complexes que d'autres, mais c'est jamais lié à la forme d'art qui est jouée, parce qu'en général, il y a une confiance qui se crée aussi entre la structure, l'artiste et le contexte scolaire. Donc, il n'y a pas de demande. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes, enfin, il y a deux demandes quand même qui reviennent souvent et auxquelles on répond pas toujours. C'est la danse, puisque le corps est un objet dont l'éducation nationale a du mal à se saisir, et souvent ils font appel aux artistes pour voilà. Mais quand on dit aux enseignants venez participer ne serait-ce qu'aux échauffements, etc., là c'est beaucoup plus compliqué. Bon, il y en a beaucoup qui se lancent quand même dans l'aventure, mais parfois c'est compliqué. Donc souvent la question c'est voilà, peut-être que par le corps on mobilisera, donc la danse attire l'attention, et aussi la musique, parce qu'on sait que nos adolescents sont très créatifs, écoutent de la musique, chantent, revendiquent un certain nombre de choses, etc. Donc voilà. En fait, souvent, c'est des représentations qu'on peut se faire soi-même sur la question artistique, et ce qui était initialement demandé n'est pas forcément ce qui se produit, et ce qui était initialement écrit n'est jamais ce qui s'est produit en réalité. Ce que je remarque quand même, c'est qu'il faut vraiment des zones de médiation, parce que quand on fait de la création vraiment authentique avec des profs et des adolescents, il y a des points d'incompréhension. Au bout d'un moment, on ne sait pas où on va. L'artiste, quand il arrive à l'école, lui, c'est la rencontre avec les participants qui va faire que d'un projet écrit parce qu'il fallait dans le dossier de subvention écrire une note d'intention. Voilà, une fois qu'on rencontre les gens, il se passe d'autres choses, et il n'a pas forcément prévu ce qu'il allait faire le lendemain. Alors que l'enseignant, c'est une question cruciale pour lui. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Combien de temps ça va prendre? Qu'est-ce qu'il doit emmener, etc., etc. Donc c'est plutôt des frictions sur la question de la temporalité du geste créatif global, si tu veux que je constate, qu'un art en particulier ou une discipline ou un genre et qui aurait plus ou moins de succès. Bien. Donc, on remercie de nouveau toutes les intervenantes et puis le public qui a posé des questions. C'était très intéressant. Et là, on a un quart d'heure de pause. Ceux qui ont besoin d'un café, ils peuvent y aller. Et on reprend à l'heure prévue. Merci beaucoup.